Bonsoir mesdames et messieurs, chers amis, bienvenue au Capitole. Je salue particulièrement nos camarades genevois qui n'étaient pas encore revenus depuis la réouverture. Donc bienvenue à cette occasion de célébrer un cinéaste genevois, mais un cinéaste international, puisque Alain Tanner est certainement l'un de nos cinéastes les plus célèbres au monde. Et encore aujourd'hui, son œuvre circule toujours plus, encore plus, notamment grâce au travail d'une association, l'association Alain Tanner, justement, qui s'est lancé dans ce projet un peu fou de tout numériser, de tout rendre accessible de façon assez rapide, parce que nous, archivistes, on connaît les temps des archives, et les temps des archives sont parfois un peu plus longs. Mais on a réussi, grâce à différents, enfin, ils vont vous l'expliquer, ils vont vous le rappeler, à faire en sorte que cela existe et que des rétrospectives de l'œuvre d'Alain Tanner, elles puissent avoir lieu ici, à la Cinémathèque suisse, encore une fois, mais évidemment aussi ailleurs dans le monde. Donc c'est une très très belle opération qui s'ouvre ce soir. Donc pour nous, c'est évidemment le début de la rétrospective Alain Tanner qui débute ce soir, auquel on consacre évidemment 2 mois dans nos salles ici au Capitole, dans cette grande salle et dans la salle, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, la nouvelle salle Schneck, Lucienne Schneck, qui est juste là sous vos pieds, une salle de 140 places, magnifique. Et puis par ailleurs, plein d'autres choses à rappeler. C'est la collaboration qui s'est faite aussi avec l'Université de Lausanne dans le cadre de la collaboration UNIL Cinémathèque Suisse, qui a permis des travaux de recherche très approfondis, plusieurs publications, 3 ouvrages sont déjà publiés ou en cours autour de l'œuvre d'Alain Tanner, en particulier le scénario chez Alain Tanner, le tout piloté par le professeur Alain Boyat, et la RTS qui est un partenaire pour l'association, mais ça il va le dire Gérard Huet, mais moi je tiens à préciser que la RTS participe aussi à la programmation des œuvres d'Alain Tanner, et pas seulement du Alain Tanner cinéaste de fiction, mais aussi l'Alain Tanner qui travaille à la télévision, dont vous pourrez voir du 16 au 24 avril énormément d'œuvres de Alain Tanner restaurées par la télévision sur les différents canaux de la RTS, de même qu'un certain nombre de fictions également, toujours au mois d'avril. Et puis en mars, l'émission avec laquelle on collabore régulièrement, c'est-à-dire Travelling, va consacrer un travelling sur tous les secrets de la salamandre, bien évidemment. Mais pour parler d'Alain Tanner et pour parler de l'association d'Alain Tanner, j'ai le plaisir d'accueillir son directeur, c'est ça, hein, ou bien président, pardon, excusez-moi. Soyons déférents, le président de l'association Alain Tanner et Nathalie Tanner qui nous rejoignent sur scène pour évoquer cette opération. Bienvenue Gérard. Merci. Bienvenue Nathalie, merci. La différence entre un directeur et un président, c'est que le président n'est pas payé. Ah, d'accord. Ah, c'est ça, d'accord. Bonsoir à tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier la Cinémathèque et son directeur et sa direction de nous recevoir ce soir pour cette première soirée qui ouvre effectivement la rétrospective Alain Tanner, qui clôt en fait un ambitieux programme de numérisation qu'on a lancé il y a quelques années avec quelques amis. En 2017, nous avons constitué une association avec des proches d'Alain et des amis d'Alain afin de mettre en œuvre cette tâche assez complexe et assez longue. Et évidemment, pour ça, il fallait des soutiens financiers. Alors j'aimerais remercier ici la Loterie Romande, une importante fondation genevoise dont on ne peut pas dire le nom. Je l'appelle, moi, la Fondation Voldemort, en fait. La RTS, le canton et la ville de Genève, la SSA, sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. Et puis, évidemment, je remercie aussi, ou nous remercions aussi la Cinémathèque suisse et ses équipes, ainsi que l'association Filmo, qui ont eux-mêmes œuvré à la numérisation de quelques films, ce qui a soulagé pas mal quand même le coût financier de l'opération. J'aimerais remercier aussi les chefs opérateurs qui ont mis leur talent à disposition pour suivre l'étalonnage numérique de tous les films. Et je vais les citer parce qu'ils sont tous venus à Genève pour faire ce travail. Ils ont pu, à cette occasion-là, revoir Alain, qui était à l'époque pas très en forme. Et c'était des moments assez magiques parce qu'il y avait des chefs opérateurs qu'il n'avait pas revus depuis 40 ans. Alors, parmi ces chefs opérateurs, évidemment, Renato Berta, qui était à l'origine de tous les premiers films d'Alain,
Jean-François Robin, qui était le chef opérateur des Années-Lumière, Joachim de Almeida, Dans la Ville Blanche, et puis Une flamme dans mon cœur, Patrick Blossier pour La Vallée Fantôme, José Luis Lopez Linares, qui était chef opérateur de L'homme qui a perdu son ombre, Hugues Griffel, qui était chef opérateur de plusieurs films, dont La femme de Rosille, Requiem, et j'y m'en échappe, Denis Hutzler, qui a aussi travaillé dans toute la dernière période avec Alain sur 4, 5 ou 6 films. J'aimerais remercier aussi les laboratoires techniques qui ont fait un travail absolument magnifique. Tout d'abord, Imagineri Trovata à Bologne, qui s'occupait pour la plupart du temps des scans des négatifs originaux. Color Grade et Mazé Studio à Genève, qui ont fait l'étalonnage et la numérisation du son, et qui, par ailleurs, vous ont offert l'apéritif que vous venez de consommer. Aujourd'hui, les 20 longs métrages d'Alain sont à nouveau accessibles pour le public. Les films circulent à travers le monde et c'était bien ça l'objectif. Tous les jours, il y a des demandes. Les films ont été présentés aux USA, en France, en Angleterre, au Mexique, au Japon, en Russie, en Pologne, en Chine, au Portugal, en Espagne. Plusieurs des titres ont été présentés dans le cadre de manifestations ou de festivals. Et bien sûr, ils existent aussi sur diverses plateformes numériques, dont notamment en Suisse, Play Suisse de la SSR, où vous pouvez aller les voir, ou encore à l'international sur TV5 Monde Plus, où les films vont être à nouveau remis en circulation. Voilà, je vous remercie de votre présence ce soir, qui marque votre attachement à l'un des piliers du cinéma suisse et européen, Alain Tanner. Merci. Bonsoir, merci à tous d'être là. Je voudrais, parce qu'il ne l'a pas fait lui-même, évidemment, remercier Gérard, parce que vraiment, pour ce travail magnifique qu'il fait depuis toujours avec mon papa. Et voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que j'espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à ce film et que vous allez revenir nombreux pour toute la rétrospective jusqu'à fin avril. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci Nathalie, merci Cécile qui est dans la salle, merci pour vous et merci à Alain. Je voulais encore dire une petite chose parce que on s'est posé la question quel film on va présenter en ouverture de cette soirée exceptionnelle, de cette ouverture. Alors évidemment, on pense à La Salamandre, on pense à Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000. En l'occurrence, il en aurait 50 maintenant, d'ailleurs. On est pile dans les 50 ans. Et c'est pourquoi, en discutant justement avec Nathalie Tanner et avec Gérard Huet, on a pensé que Jonas et Lila à demain, qui est un film d'espoir, qui est un film sur demain, justement, ce demain tout proche, serait une bonne occasion pour rendre hommage à Alain Tanner. Non seulement parce que c'est un film important, c'est un film charnière qui est peut-être un tout petit peu moins connu que certains autres, mais qui permet justement de revisiter cette facette de Alain Tanner qu'on connaît peut-être un tout petit peu moins ou peut-être pas assez. Et c'est l'occasion, dans le cadre de cette rétrospective, de le faire. Donc je salue dans cette salle passablement de collaborateurs et collaboratrices d'Alain Tanner qui sont là. On ne va pas tous pouvoir ni les citer, ni les faire monter sur scène. Je vais essayer de ne pas en oublier. J'ai mon petit pense-bête, donc j'espère que je vais pas les louper. Je commence par Anne-Marie Fallot, qui a été assistante et script sur plusieurs films d'Alain Tanner. Je sais qu'Anne-Marie est là. Le compositeur Michel Vinge, qui a composé presque tous les derniers films d'Alain Tanner, ça en fait beaucoup, qui est aussi parmi nous et qui a évidemment composé la musique de ce film. Le comédien Jean-Philippe Écoffet, je sais, je l'ai vu, il est là, je le salue avec grand plaisir, il nous a rejoints pour cette soirée. Évidemment, Hugues Griffel, tu l'as cité avant comme chef opérateur qui est aussi présent. Denis Hutzler devait être présent, mais il est au fond du lit et il s'excuse de ne pas avoir pu nous rejoindre. Et puis, je crois que j'ai oublié personne, ou bien... Si, évidemment, les deux filles
d'Alain Tanner, qui en dehors d'être les filles d'Alain Tanner, ont beaucoup travaillé avec lui, que ce soit comme comédienne, Cécile Danner apparaît dans le film, et Nathalie Tanner comme maquilleuse et aussi de temps en temps costumière. Ce film, et c'était un hasard, hein, quand on l'a choisi, on ne le savait pas, est aussi pour nous un petit hommage à une comédienne qui fait une apparition dans le film, pas gigantesque, mais qui a son rôle aux côtés de Heinz Bennent, le personnage de Anziano, le personnage du cinéaste que vous allez voir. Eh bien, c'est son épouse, Maria. C'est Marisa Paredes, grande comédienne espagnole, qui était sur cette scène il n'y a pas si longtemps que ça, un mois avant son décès, pour présenter l'œuvre d'un autre cinéaste suisse avec lequel elle avait travaillé, qui était Daniel Schmitt. Mais nous sommes très heureux ce soir de pouvoir accueillir, pour présenter Jonas et Lila, eh bien, alors celui qui incarne Jonas, je commence par le garçon, parce que c'est Jonas, hein, tout le monde connaît Jonas forcément, le Jonas de ce film-là, Jérôme Robart, la Lila du film, Aïssa Maïga, et le papa de Aïssa Maïga dans le film, le papa de Lila, Jean-Pierre Gosse, qui a lui fait d'autres films avec Alain. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous poser une question. Je vais commencer par vous peut-être, parce que vous étiez la plus jeune au moment où le film s'est fait. Vous aviez 25 ans, vous aviez pile les fameux 25 ans du Jonas qui aura eu 25 ans en l'an 2000. Comment s'est passée la rencontre avec Alain? Comment il est venu vous chercher? Comment il a eu cette envie de travailler avec vous? Je crois que c'était votre deuxième long métrage à peine à ce moment-là. Je me rappelle pas. Alors d'après mes informations, oui. C'est une rencontre qui s'est faite, ça m'a marqué. C'était rue de Seine, dans un hôtel. Il y avait Cécile, Alain, et je savais pourquoi je venais. J'avais déjà eu le scénario, ce qui à l'époque n'était pas si commun pour moi. Et je m'attendais à ce qu'on fasse des essais, quoi, un casting, et ça a été une discussion dont je ne me souviens pas exactement précisément, mais ce dont je me souviens, c'est que c'était un échange avec un monsieur qui avait une certaine stature, qui avait une certaine hauteur, mais qui n'avait aucun surplomb intellectuel. Et je me suis sentie tout de suite accueillie, il m'a fait comprendre que j'avais le rôle. Enfin, moi, je dansais dans la rue en partant, parce que je sentais que ça s'était bien passé, et c'est un film qui a énormément compté, bon, pour plein de raisons, mais à ce moment-là, ça m'a redonné de l'espoir parce que j'avais très peu d'opportunités, très peu d'occasions d'avoir des rôles dignes de ce nom. Et ce film-là, pour moi, représentait, je le disais à Cécile tout à l'heure, vraiment le cœur des raisons pour lesquelles je voulais jouer dans des films. Raconter le monde avec une approche esthétique forte. On va revenir peut-être sur le rôle et sur comment vous avez travaillé avec lui, mais je pose évidemment la question aussi à Jonas, enfin à Jérôme Robart. Pour vous, je crois que c'était votre troisième long métrage. Vous étiez un petit peu plus âgé que le rôle. Vous avez commencé à arriver. Oui, j'en sais plus, mais c'est normal. Attends, Jean-Pierre Dolly. Oui. Ouais. Vous n'avez pas du tout les bonnes infos. C'était mon premier long métrage. Et donc voilà, c'était mon premier long métrage et la rencontre a été quasiment, je pourrais la décrire comme Aïssa l'a décrite. C'est-à-dire j'étais rue de Seine aussi. Et je ne sais pas s'il y avait Cécile, mais je sais que Cécile y avait joué son rôle, puisque c'est grâce à Cécile que j'ai rencontré Alain, puisque c'est elle qui faisait le travail de casting à ce moment-là. Et effectivement, il y a eu cette démarche d'Alain que j'ai jamais retrouvée depuis. C'est-à-dire de rencontrer un homme... alors moi, je me souviens des bretelles. C'est-à-dire on était dans un restaurant rue de Seine et je rencontre un Gaulois avec une grande moustache, avec un regard très doux et des bretelles. Et qui me dit je vais pas te faire passer d'essai parce que on me dit que tu es acteur donc tu sais jouer.
Et c'est parti comme ça, c'est-à-dire que en fait la confiance de départ qu'Alain peut-être avait en Cécile et en lui-même et dans la rencontre a fait que, en fait, dès le début, il n'a jamais renié une seule dimension de moi-même, en fait. La rencontre s'est faite, il posait un regard et il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de super... Ce que tu as dit, il n'y avait pas de surplomb, il n'y avait pas de... Il y avait juste, je veux que tu sois avec moi et je veux rien te retirer, en fait. Et ça a été une expérience fabuleuse, en fait. Et je suis très heureux, moi, d'être là ce soir. Merci de nous avoir rejoints. Voilà. Je posais quand même la question à Jean-Pierre aussi, mais Jean-Pierre, c'est la deuxième fois, par contre. Si, j'espère que je ne me suis pas trompé cette fois. Non, c'était la deuxième fois. Mais moi, j'ai fait connaître... Bon, alors, je connaissais Alain Tanner du premier film, notamment la... Oui. Je crois que c'est... Hein? Micro. Micro là. L'amende que j'ai dû aller regarder à l'époque 4 ou 5 fois, je m'en souviens. Mais bon, je le connaissais, lui, il ne me connaissait pas autrement. Mais un jour, je reçois un coup de fil d'un assistant qui me dit: Alain Tanner voudrait que tu viennes, que tu tournes dans... Là, c'était la vallée fantôme. Puis je dis: ça me fait plaisir, hein, évidemment. Puis je dis: oui, puis alors, combien de jours? Il me dit 1. Alors je lui dis non. Non, c'est trop triste. Alors on arrive le matin, personne ne nous connaît, on repart le soir, personne ne nous connaît toujours, on se dit vous, toute la journée, non, un jour, non, merci. Bon, alors je raccroche. 5 minutes après, le téléphone sonne, et c'était Alain Tanner qui m'a téléphoné, qui m'a engueulé copieusement, m'a dit: mais pour qui tu te prends? Et puis, tu vas venir faire ce tournage, et puis tu discutes pas, et puis des autres films, il y en aura, et puis tu verras. Et moi, oui, alors je suis venu. J'avais effectivement un jour, mais bon, on s'est rencontrés là. Et puis après, pour Jonas, moi j'ai un souvenir d'une direction tellement rassurante, j'ai pas eu le moindre souci, le moindre stress, rien, c'était vraiment... Ça coulait de source, ça a été délicieux, c'était un régal, ce tournage. Et justement, pour vous, Aïssa, comment ça s'est passé le tournage? Parce qu'une chose, c'est sentir qu'on est choisi, peut-être qu'on est voulu, qu'on est désiré par un cinéaste, mais après, un tournage, c'est une autre aventure. C'est une aventure d'une communauté qui se déroule sur scène, qui n'est pas toujours évidente, enfin avec des moments difficiles, des rapports humains aussi pas toujours évidents. En plus de ça, vous avez un rapport d'intimité très fort dans le film, tous les deux, donc c'est pas non plus des choses très évidentes. Donc comment ça s'est passé, au fond, justement, par rapport à ce regard sans surplomb que vous évoquiez? En fait, une fois que j'ai su que j'avais le rôle, j'ai eu un trac énorme. Là, je faisais plus du tout la maligne, je ne dansais plus dans la rue. J'étais consciente du fait qu'Alain Tanner ne faisait pas qu'un film, il avait construit déjà une œuvre. Et ça donnait une dimension supplémentaire au travail. Et j'avoue que j'étais souvent dans une forme d'inquiétude. Je voulais surtout être à la hauteur. Et Alain était quelqu'un d'assez chaleureux et parfois d'assez silencieux. Je me souviens de longs silences de sa part, où il rentrait en lui-même comme ça, y compris sur le plateau, et il nous observait. Et je me demandais pourquoi il me regardait comme ça, et je me suis dit, il y a un problème. Donc j'en ai parlé, je ne sais plus à qui, peut-être à Cécile, ou je ne sais plus. Et j'ai été rassurée parce qu'on m'a dit, tu sais, il te regarde parce qu'il s'interroge et il cherche. Et quand j'ai compris que ça faisait vraiment partie tout simplement de son processus de travail, ça m'a rassurée. Mais en dehors de ça, le film, le tournage était très, très doux, très cool, on travaillait, c'était simple, les journées n'étaient pas harassantes. Je pense qu'Alain tenait aussi à avoir un confort de travail, et ça ruisselait en fait sur nous. Je me suis sentie éminemment respectée, embarquée dans une aventure qui me dépassait. Et puis la camaraderie était franche, totale.
Franchement, c'était un tournage incroyable. C'était magnifique. Et pour vous, Jérôme, parce que en plus de ça, votre personnage, c'est un peu le jeune cinéaste en devenir. Enfin, on va le voir ou revoir tout à l'heure, mais le jeune cinéaste en devenir qui se confronte à un ami, un vieux cinéaste incarné par Heinz Bennett, Anziano. Donc il y a ce rapport aussi de filiation. Donc après, j'imagine, mais on peut, quand en lisant entre les lignes par rapport à l'œuvre d'Alain Tanner, il y a ce rapport de filiation qui est toujours très présent dans son travail. Donc on peut se dire que peut-être que ça ressortait aussi sur le plateau ou pas du tout. Enfin, comment vous vous êtes senti, vous, sur ce plateau, si vous vous en souvenez? Je m'en souviens très bien. Non, je partage vraiment les mots d'Aïssa. Moi, j'ai connu une semaine de tournage avant qu'Aïssa nous rejoigne. On a tourné à Marseille avec Heinz et Marisa. Donc moi, c'était extraordinaire pour moi d'être avec Marisa et avec Heinz, que en plus j'ai pu continuer à revoir après. Donc malgré la petite semaine de travail ensemble, il y avait eu une vraie rencontre. Et la filiation, elle se passait en différentes dimensions, parce que Alain, je crois qu'il m'a dit m'avoir choisi parce que j'écrivais des pièces de théâtre et parce que j'avais moi-même je tentais d'avoir un regard sur le monde et qu'il se disait certainement, cet acteur, il peut faire ce réalisateur en fait, parce qu'il fallait faire un réalisateur. Et j'ai longtemps été très très fier secrètement de son choix. Et parce que il me donnait la possibilité, il me disait, tu as un regard, tu n'es pas qu'une marionnette. Et en ce sens, la filiation, elle se passait de manière directe. Après, elle s'est passée de manière indirecte avec Heinz, par exemple, où Heinz est venu au théâtre, où on s'est revus après, et où j'étais très très honoré de son amitié. Donc, il a parfaitement réussi en fait son point de rencontre, que ce soit avec Aïssa, que ce soit avec Jean-Pierre. Ça a été un endroit de rencontre très fort et c'est presque difficile de dire aujourd'hui que 25 ans après, ça a été un endroit presque inégalé en fait. Pour un premier film, on se dit en fait, tout va être de mieux en mieux, extraordinaire, avec des aventures aussi fortes, aussi intimes et en même temps aussi universelles, parlant autant du monde. Et en fait, non. Et ce qui rend ce film, que je dirais peu connu, éminemment précieux pour moi, et j'espère que ce film vraiment n'a pas fini sa vie, quoi. Et je remercie vraiment tout le travail qui est fait pour que le regard d'Alain perdure. Voilà. Merci Jérôme. Et Jean-Pierre, pour toi? Alors, moi, c'est la première fois que je me retrouve 26 ans plus tard avec des amis d'un tournage. Et ce qui est formidable, c'est que ils sont là. C'est ma famille. On était une famille sur le film. On a été un petit peu ensemble hors tournage. Et là, je les retrouve et ça n'a pas bougé. Alors pour moi, ça c'est fort. C'est pas un souvenir, ça continue d'être vivant. Voilà. Je vais peut-être, on va pas non plus trop parler du film, puis les gens l'ont pas revu justement, donc on va les laisser le revoir. Mais le film implique un certain nombre de déplacements à Zurich, à Marseille, mais aussi au Sénégal. Et je crois que ça a été une partie qui a été très importante aussi pour vous finalement. Mais vous y attendiez à l'importance que ça a pu prendre? Oui, je m'y attendais parce que pour des raisons tout à fait personnelles.
Je savais que ça allait résonner très fort, puisque je viens du Sénégal, mais j'ai été vraiment coupée de cette partie-là. Je me suis toujours vécue comme malienne. Ma mère est du Sénégal et c'était une partie de ma famille que je ne connaissais pas. Donc je savais qu'à l'issue des quelques jours de tournage, j'allais rencontrer des gens de ma famille. Et c'était, bon, ça a été un autre voyage. Et j'en avais parlé à Alain, c'est quelque chose qu'on avait partagé. Et je me sentais accompagnée dans ce moment-là qui était charnière. Et le procédé de tournage aussi était très différent du reste, puisqu'on était 3 ou 4, et qu'on tournait vraiment en immersion dans la ville. Et voilà, il y a une sorte de chorégraphie parfois qui s'installe, puisqu'on n'a pas le temps de mettre en place. Et là, on est vraiment dans l'intuition partagée de chaque instant. C'était la première fois que je faisais ça. Et dans la suite de cette question, je voulais vous demander, parce que finalement ça vous concerne tous les deux, au fond, c'est la création. Parce que vous êtes comédienne, vous avez remporté le César du meilleur espoir féminin. J'ai été nommée. Vous avez été nommée, pas remporté. Oh, j'avais cru. Mais c'est pas grave, j'ai bien dit. Voilà. Bref, vous avez tourné avec autant Abderrahmane Sissako que plein d'autres, Cédric Lapiche et plein d'autres cinéastes importants. Mais vous êtes aussi cinéaste, créatrice, et quelque part justement, enfin je m'excuse, je reviens un peu sur le dada de l'affiliation, mais comme ça, est-ce que quelque part finalement ce premier rapport avec le cinéma, ou un des premiers rapports que vous avez eu, est-ce que ça a eu une importance dans votre désir finalement de se dire je prends la caméra et je dis quelque chose avec un film, avec des films en l'occurrence? Oui, j'avais déjà ce désir-là, mais je savais que c'était quelque chose que j'allais accomplir. Enfin, c'était pas réel. C'était pas incarné à ce moment-là. Mais c'est vrai que plus tard, j'ai réalisé donc 2 documentaires, dont l'un qui est teinté de fiction. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui se convoquaient elles-mêmes de l'ordre des réminiscences ou de certaines décisions qu'on prend en convoquant le souvenir qu'on a du regard de certains cinéastes. Et c'est très organique, hein. C'est des choses qui sont là, qu'on ignore, et au moment d'agir, parfois elles se manifestent. Et je pense qu'effectivement, le regard d'Alain sur ses interprètes, la manière dont il plaçait la caméra, la manière dont il faisait exister le hors-champ également, dont il faisait se conjuguer le son et l'image de façon décalée parfois, c'est des choses qui me sont restées. Au-delà du regard politique sur le monde. Et dans votre cas, Jérôme, parce que vous l'avez dit, hein, vous écriviez déjà, mais vous avez mis en scène, vous avez tout un pan derrière, quelque part, dans les coulisses, notamment au théâtre, très très important. Est-ce que vous avez l'impression que ce regard de Alain, ou la manière de travailler avec lui, vous a porté, peut-être quelque part, parce que dans le film, vous prenez une caméra, vous empoignez une caméra, vous filmez, vous faites quelque chose. Est-ce que ça a eu un sens, finalement? Peut-être pas, hein, peut-être qu'après pas. Mais... En fait, c'est comme si on a besoin, quand on est comédien, ou quand on quitte la vie normale pour aborder une vie comme la nôtre, on a besoin d'une première confiance. C'est-à-dire d'un regard, d'une main tendue, de quelqu'un qui nous tend la main et qui nous dit c'est possible en fait. Et je ne sais pas à quel point il a été, en tout cas à quel point il a été créateur de quelque chose chez moi, mais je sais qu'il a reconnu quelque chose chez moi. Donc évidemment que ça a généré une dynamique. Mais c'était comme s'il me disait tu es moi plus jeune. Simple. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de silence chez Alain, mais ça faisait pas de lui quelqu'un de peu éloquent. Ça faisait pas. Donc effectivement, je pense que je pourrais pas dire précisément sans dire d'énormes bêtises, mais effectivement, il y a une main tendue, il y a une révélation, peut-être je pourrais en parler plus après le film, en fait, mais parce que
Non, en fait, c'est compliqué de mettre du verbe. De mettre du verbe sans dire énormément de choses. Voilà. Ouais. Une dernière chose à ajouter? Non? Par rapport à... Ouais, enfin non, enfin sur effectivement, mais je crois que vous avez déjà tout dit c'est étrange de voir un film avec des gens qui étaient à nos côtés, qui sont plus à nos côtés et qui sont encore à nos côtés dans l'image et de vivre cette expérience. Je peux pas trop présumer de l'émotion qui nous saisira, mais voilà, je pense à eux très fort, à Marisa, à Heinz, à Alain. Voilà. Jean-Pierre, dernier mot? Aïssa? Non plus. On va laisser le public redécouvrir ou découvrir Jonas et Lila à demain, qui est en effet un film ouvert sur demain et sur le futur. C'était il y a 25 ans, mais ça pourrait être aujourd'hui. Merci à vous, merci de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Merci d'être venu rendre hommage à Alain Thaler. Merci à vous. Merci.